Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF qui sera essentiellement consacré à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On va essayer de vous expliquer cette situation, peut-être un peu compliquée, peut-être un peu déroutante pour beaucoup d'entre vous. On parlera aussi peut-être des comparaisons entre cette situation et ce qui se passe en France, et puis naturellement un peu du confinement et du Covid auquel nous sommes tous contraints. Moi-même, je suis chez moi. Et pour parler de tout cela, alors en plateau, il y a Annie Porter, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-américaine et vous vivez dans les Yvelines depuis très longtemps, et vous êtes surtout la porte-parole du Parti démocrate. Bonjour C'est Annie. exact. Bonjour, bonjour tout Nicolas le monde. Dandré est avec vous, il est journaliste à TV 78. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Je suis ravi d'accueillir Jeff Hawkins. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes diplomate de formation, vous avez été ambassadeur des États-Unis, notamment en Afrique, et vous êtes aujourd'hui chercheur associé à l'IRIS, enseignant à Sciences Po Paris, et je crois aussi à Sciences Po Saint-Germain. Oui, c'est ça. Voilà. Florence Mercade-Choquet, bonjour, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Bonjour Patrice. Bonjour. Anne-Charlène Bézina-Duclerc, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen. Bonjour Patrice. Bonjour Anne-Charlène, et bonjour Stéphane Monson. Bonjour Patrice. Ça va bien. Vous êtes professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, l'UBSP. Alors, on va revenir d'abord sur un retour sur cette élection déroutante qui s'est déroulée aux États-Unis. Je vais peut-être commencer par vous, Jeff Hawkins. Pourquoi ce décalage entre les votes républicains? On a l'impression que les républicains se sont rendus le mardi du vote dans les bureaux, alors que les démocrates, eux, ont voté plus par correspondance. Pourquoi il y a eu ce décalage? Bon, la première chose à se rappeler, c'est que il n'y a pas d'élection nationale aux États-Unis. Il n'y a que des élections État par État. Et chaque État règle ses élections de façon différente. Il y a, par exemple, maintenant, en 2020, 5 États où on ne vote que par correspondance. Ah oui. Dans d'autres États, il y a d'autres règles, etc. Mais si les démocrates ont voté, ils ont voté en personne, ils étaient nombreux à voter en personne et par anticipation, mais si bon nombre de démocrates ont voté par courrier, par correspondance, et si la majorité des républicains ont par contre voté en personne, c'est à cause du Covid. Donc, non seulement ça vous touche personnellement, et ça nous touche personnellement en France, mais aux États-Unis, il y a une épidémie qui est vraiment pratiquement hors contrôle en ce moment aux États-Unis. Donc, les démocrates qui craignaient cette maladie essayaient d'éviter les foules et donc les bureaux de vote. Et donc, ils ont préféré voter par correspondance. Les républicains, par contre, après des mois où leur président leur a dit que c'est pas bien grave, moi aussi j'ai attrapé la Covid, c'est pas sérieux, vous pouvez voter, ils ont préféré voter en personne. Donc ça explique un peu ce décalage entre les républicains et les démocrates. Alors, je vais juste faire une petite précision. C'est-à-dire que j'avais invité à l'origine un représentant du Parti républicain également, et il m'a envoyé un petit texto pour me dire « Je regrette, mais je ne vais pas pouvoir honorer l'invitation. J'ai des consignes claires de mes hiérarchies au vu de l'évolution de la situation. Nous ne manquerons pas de venir partager notre position lorsque celle-ci aura évolué, mais nous sommes confiants dans les révélations à venir de l'équipe juridique avec Rudy Giuliani et Sidney Powell. » C'est-à-dire que les républicains sont toujours sur l'idée que peut-être des recours juridiques pourraient faire changer le sort de l'élection. Amy Porter, j'ai l'impression que vous vous dites l'élection, ça y est, c'est joué, c'est définitif, c'est Biden qui est élu. Mais bien évidemment, je ne sais pas pourquoi les républicains sont encore dans le déni. Alors c'est vrai qu'ils ont lancé 21 procédures judiciaires distinctes dans différents États. Ils ont échoué 20 fois. Alors, il y a un dossier où ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont fait avancer les scrutateurs qui regardent les gens qui dépouillent les votes de 7 mètres de distance à 3 mètres de distance. Tous les autres dossiers ont été déboutés parce que les juges ont expliqué qu'il n'y avait aucune preuve
Les soi-disant témoins n'avaient rien vu, ils avaient juste entendu parler à droite et à gauche. Donc, bon, ils ont perdu 20 fois, qu'ils arrêtent maintenant et qu'ils arrêtent surtout de soutenir ce petit ego fragile de Donald Trump qui ne peut pas avouer, admettre qu'il a perdu. Alors, on en est, je crois, 306 pour Biden à 232 grands électeurs pour Trump. Donc, la victoire est relativement large. C'est exactement la marge dans le sens inverse qu'en 2016, Donald Trump a gagné 306 grands électeurs et il a annoncé à tout le monde que c'était la rise-marée la plus massive de l'histoire. Ce qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai, hein. Je parle sous le contrôle de Jeff Hawkins, mais il y a eu des élections plus larges encore que ça. Absolument. Et je pense qu'il faut souligner que il n'y a pas de doute. Joe Biden a gagné ces élections. Il est président élu. Il reste à être certifié par les États, etc., et puis entériné par le Congrès américain, mais il est président élu. Et si Donald Trump a donc décidé de faire comme si le sort de la République était toujours en doute, c'est certainement qu'il a ses raisons. Et on a parlé de son ego fragile aussi, mais il peut avoir d'autres raisons. Notamment la mobilisation du Parti républicain avant les élections cruciales qui auront lieu au mois de janvier dans l'État de Géorgie, où dépendra le sort de la majorité républicaine au Sénat, qui est absolument crucial comme vote. Il pourrait y avoir d'autres raisons aussi, mais tout ça pour que son électorat, lui, reste mobilisé maintenant et à l'avenir, parce que Trump, d'après ce qu'on lit dans les journaux, il pense déjà à son avenir, et son avenir comme leader d'un mouvement contestataire et éventuellement d'une campagne électorale en 2024. J'ai entendu quelqu'un qui disait l'autre jour, au fond, il y a trois mouvements aux États-Unis. Il y a les démocrates, il y a les républicains et il y a les trumpistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que les trumpistes et les républicains, c'est pas tout à fait la même chose? Non, je suis pas d'accord avec cette analyse parce qu'il n'y a plus de parti républicain. Ça n'existe plus. Il y a les démocrates et il y a un parti républicain qui a été pris, qui a été capturé par Donald Trump. Et donc, les valeurs... Donald Trump représente quelques-unes des valeurs du Parti républicain, mais son populisme, voire son racisme, ses appels au sentiment anti-immigré de son électorat, ça ne fait pas forcément partie de la tradition républicaine. Donc, le Parti républicain, c'est à reconstruire. Et si... on laisse Donald Trump contrôler le Parti républicain pour les 4 années à venir. Donc, pendant l'administration Biden, on risque de voir un électorat qui est aussi polarisé, aussi divisé, voire jusqu'à la violence qu'aujourd'hui. Et c'est ni bon pour le Parti républicain, ni bon pour la République. Une question peut-être, Patrice, à poser. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le Parti Les Républicains est dans la même situation que le Parti démocrate en 2016 ? C'est-à-dire dans la reconstruction Non, parce que le Parti démocrate avait des questions à se poser. Mais pourquoi est-ce que Trump a gagné ? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas prévu cette victoire? Pourquoi est-ce qu'on a été surpris par ça? Mais les valeurs du Parti républicain, et la représentante du parti peut en parler, je veux dire, les valeurs du Parti démocrate restent les mêmes. Il y a un débat au sein du parti et contre les progressistes et les centristes, mais finalement, c'est un parti qui reste, même avec un électorat assez diversifié, assez large, qui reste cohérent. Tandis que maintenant, le Parti républicain ne représente plus les mêmes valeurs qu'auparavant et qui représente, encore une fois, ce pseudo-populisme de Donald Trump. Alors, pour bien comprendre cette situation, je vais peut-être poser la question à deux spécialistes de droit constitutionnel que sont Anne-Charlène Bézina-Duclerc et Stéphane Monson.
évidemment, nous, on regarde ces États-Unis un peu à la dimension de la France. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder ces États-Unis comme on regarderait peut-être l'Europe si on devait élire un président en Europe? Est-ce que ça ne ressemblerait pas plus à ça? C'est-à-dire que les États comptent quand même énormément dans ce vote plutôt que la nation unie, justement, ces États-Unis. Qui veut répondre Anne-Charlène ou Stéphane? Il me regarde. Précisément, l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de totalement différent. Mais vous avez raison de faire le parallèle avec l'idée qu'en tout cas, en France, on ne peut pas avoir un point de vue valable par rapport à la situation des États-Unis, notamment par rapport à ce caractère fédéral de l'État. C'est-à-dire que l'équivalent de nos régions sont des États aux États-Unis. Donc, les États fédérés ont une souveraineté, ont une liberté d'organisation qui est celle de ce que nous, la France, nous aurions dans une grande unité. Alors l'Union européenne est loin d'être un État fédéral, c'est vraiment juste une association par traité, mais il faut rappeler aussi qu'en effet le système électoral, contrairement à ce que nous avons en France, tout le droit électoral est une question nationale, il n'y a pas de possibilité de modifier les lois électorales, les modes de scrutin ou même les modalités du vote dans une région ou dans une ville ou dans une intercommunalité, alors qu'aux États-Unis, comme M. Hawkins l'a rappelé, les règles de vote, tout le droit électoral et du ressort de l'État fédéré. Donc, c'est-à-dire que d'un État à un autre, toutes les règles changent. Et finalement, c'est aussi ce poids du fédéralisme qu'on ressent dans cette élection indirecte qui est celle du président des États-Unis. C'est-à-dire que ce ne sont pas les citoyens qui votent en faveur du président des États-Unis comme nous avons ce suffrage universel pour le président de la République française. Et c'est aussi cela qui compte dans les règles de décompte des voix, dans les règles de l'élection. C'est ce qu'a rappelé la Cour suprême dans l'arrêt Bush versus Gore, qui était justement cet arrêt sur le recomptage des voix, en rappelant finalement ce n'est pas une élection au suffrage universel direct, donc les règles sont nécessairement très différentes. Donc attention aux parallèles trop rapides. Alors, juste une question, parce que c'est vrai qu'il y a eu cet épisode entre Gore et Bush, évidemment, en 2000, dont on se souvient, avec le recompte des voix dans l'État de Floride, si vous vous souvenez exact. Mais est-ce que quand même, dans l'histoire américaine, je pose la question à Amy Porter et à Jeff Hawkins, c'est la première fois quand même qu'on voit un résultat arriver aussi tard après le vote du premier mardi de novembre? Moi, je veux bien répondre. Ce n'est pas la première fois et il ne faut pas oublier, comme ça a déjà été dit, que chaque État compte ses voix de différentes façons. Pourquoi est-ce qu'on a eu le résultat de la Floride, par exemple, qui est mon État, là où je vote, le soir même de l'élection? Parce qu'ils ont commencé à dépouiller les bulletins 22 jours avant le scrutin. Pourquoi on a eu si tard en Pennsylvanie? Parce que les législateurs républicains ont décidé de ne pas permettre aux dépouilleurs de commencer avant le jour de l'élection. Pendant les primaires en mois de mars-avril, l'État de New York a mis 4 semaines pour annoncer ses résultats. Pourquoi? Je ne sais pas, apparemment ils comptent très très lentement. La Californie n'a toujours pas rendu toutes ces 40 millions d'électeurs, ces bulletins, encore maintenant. Donc ce n'est pas du tout la première fois. La grosse différence entre 2000 et maintenant, c'est que d'habitude, ces bulletins qu'on comptait tardivement, par exemple les bulletins des gens comme moi et de l'ambassadeur Hawkins, les bulletins des démocrates, enfin des Américains à l'étranger, c'est que le nombre de nos bulletins n'ont jamais compté suffisamment pour faire basculer le résultat d'une élection. Ce n'est plus le cas parce que ce sont nos votes qui ont basculé la Géorgie et une partie de l'Arizona, donc on en est très fiers. Mais cette fois-ci, il fallait vraiment attendre de compter tous les bulletins, surtout le nombre massif de bulletins par correspondance par les Américains habitant aux États-Unis. Stéphane Monson, Jeff Hawkins expliquait la stratégie de Trump par le fait de peut-être vouloir prendre le pouvoir sur le Parti républicain et peut-être d'avoir un nouvel avenir comme candidat. Est-ce que dans ces recours, il n'y a pas aussi la volonté de porter nombre sur la légitimité du président élu de Biden? Parce que ça peut poursuivre, ça peut rester pendant longtemps, cette histoire. Oui, bien entendu, puisque
je pense que votre analyse est tout à fait juste, puisque on sait que, au fond, les accusations de fraude, elles ont été portées par Trump et ses conseillers avant l'élection. Absolument. Donc, il y a eu des accusations. Alors, aujourd'hui, elles sont sans preuve, mais on peut dire qu'elles étaient a priori pour, en effet, faire planer un doute. Je pense que ça, c'est une technique assez éprouvée, une vieille technique, mais qui, avec les populistes, prend un relief tout à fait particulier. Vous avez exactement la même chose en France. Alors, pas tant peut-être pour l'élection présidentielle, mais on voit ce phénomène en contentieux électoral pour les élections municipales, par exemple, ou les élections locales, où vous avez un futur perdant, quelqu'un qui sait que de toute façon il perdra, qui commence à laisser planer le doute sur l'honnêteté des votes qui s'exprimeront pour l'équipe adverse. Donc ça c'est une oui, c'est une technique qui est grossière et qui, venant de Trump, évidemment, n'étonne pas. Alors justement, vous faisiez le rapprochement entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis. Eh bien, on va peut-être regarder un peu ce visage de l'Amérique après l'élection. Et on va voir qu'il y a deux Amériques et que c'est peut-être aussi quelque chose qui nous attend. C'est le premier point de cette émission, c'est donc les deux Amériques qui apparaissent après le vote présidentiel. Alors, il y a une chose quand même, je parle à Amy Porter, Jeff Hawkins, qu'on n'attendait pas, que les sondages ne nous annonçaient pas, c'est quand même qu'il y a 71 millions d'Américains qui ont voté pour Trump et que ça n'est pas rien, c'est quand même un score énorme. Comment vous l'expliquez, cette mobilisation qui est quand même très forte? Je ne pourrais pas parler pour le Parti démocrate, mais en tant qu'Américain, je dois dire que je ne peux pas l'expliquer. Pour moi, c'est un mystère. Et c'est justement parce que on vit dans deux Amériques totalement opposées et où jusqu'aux faits sont contestés. Et donc, Trump, il vit dans un monde où la Covid n'existe pas, où l'Amérique est great again, et où les gens, les démocrates, les progressistes sont des communistes, sont des menaces à la République. Et son électorat est extrêmement motivé par ça. D'un autre côté, on a les démocrates, les indépendants qui sont plutôt consternés par l'état de l'économie américaine actuellement, qui sont inquiets parce que la Covid vraiment prend un essor extrêmement inquiétant en ce moment. Et donc, Trump, par ses dons de communicant, il arrive quand même à mobiliser beaucoup de monde. Mais n'exagérons pas non plus, il a toujours été un président minoritaire. Il a été élu par une minorité des voix en 2016. Il reste minoritaire. Son taux d'approbation n'a jamais dépassé les 50%, ce qui est pratiquement du jamais vu chez un président. Donc, même si chez sa base, sa voix porte très, très loin, en Amérique en général, ce n'est pas le cas. Alors, je ne peux pas me faire le défenseur de Trump, mais je vais quand même interroger Charlène, Stéphane, Florence. D'abord, vous dites qu'il était minoritaire, c'est vrai, mais si on regarde les élections de 2016, c'est vrai que Hillary Clinton avait plus de voix, mais elle a surtout beaucoup plus de voix en Californie. Je crois qu'elle a 3 ou 4 millions de plus en Californie, ce qui explique qu'elle soit en avance au plan national. Non, mais attendez, en tant que Californien, je dois protester parce que une voix californienne est aussi valable qu'une voix du Texas. Oui, ça, j'entends bien. Mais enfin, c'était géographiquement un peu situé. Mais on entend quand même des gens qui disent oui, peut-être que Trump a la personnalité qu'il a, il est menteur, il
est insupportable, etc. Mais économiquement, enfin, si on met à part évidemment le Covid, mais économiquement, il a plutôt réussi. Politiquement, sur la politique extérieure, il a obtenu des accords de paix qui ne sont pas négligeables. Et finalement, certains disent, finalement, ça a plutôt été un meilleur président que n'était Obama. Alors, je ne vous demande pas de répondre tout de suite à ça. Je vais peut-être interroger Anne-Charlène, Stéphane et Florence là-dessus. Quel est votre regard, vous ? Moi, j'ai un regard qui est presque intimiste et personnel, Patrice, parce que dans l'observation que vous formuliez à l'instant, je crois presque reconnaître ce qu'une partie de ma famille qui, depuis 50 ans, a fait souche en Floride, me raconte. J'ai un oncle, notamment un oncle et une tante qui sont la plupart du temps des démocrates tout à fait convaincus, qui de toute façon n'ont pas voté pour Donald Trump cette fois-ci, mais qui me disaient l'autre jour en visio qu'au fond, il y avait une sorte d'euphorie économique avant évidemment la crise sanitaire, une euphorie économique qui faisait que, eh bien, des esprits, je peux vous l'assurer, des esprits raisonnables, mesurés, très ouverts, qui ne sont ni racistes, ni nationalistes, etc., finalement réfléchissaient et se disaient que, eh bien, sans cette crise sanitaire, peut-être que les choses, le destin de Trump et des États-Unis d'Amérique aurait peut-être changé, il n'aurait pas été celui qui se décide maintenant. Voilà. C'est une anecdote, mais enfin, qui rejoint ce que vous disiez. Amy Porter, je pense que vous contestez évidemment la thèse de ceux qui disent, au fond, il était moins sympathique qu'Obama, mais il a peut-être été un meilleur président que lui. Je pense que le mythe de l'économie Trump est une des grandes réussites de son administration. C'est-à-dire qu'il crie haut et fort depuis 4 ans qu'il a créé la meilleure économie du monde. Et c'est faux et archi-faux. Il suffit de regarder les chiffres. Sous Obama, la bourse est montée beaucoup plus que sous Trump, qui a hérité en fait de tout le boulot qu'avait fait Obama. Mais c'est vrai que les gens y croient encore. Mais au lieu de parler des 71 millions d'électeurs de Trump, je voudrais qu'on parle 2 minutes des 78 millions d'électeurs de Joe Biden. Ce scrutin n'a pas été proche. Il y a 7 millions d'électeurs d'écart, ça fait 47%, alors que la plupart de nos élections se jouent à moins d'1%. Biden a quand même gagné de 4%. Il a basculé 5 États que Trump a gagné en 2016, dont 2 qui n'ont pas voté des démocrates depuis des décennies, l'Arizona et la Géorgie. Donc Biden a une victoire décisive. Ça c'était annoncé tardivement, j'aurais préféré que ça soit annoncé mardi 3, mais on ne peut pas nier la puissance de l'électorat, et je suis d'accord avec Jeff Hawkins. Moi, je suis un peu perplexe vis-à-vis des gens qui ont regardé le chaos des 4 dernières années, de tous les problèmes des familles séparées à la frontière mexicaine, de tout le désordre et le chaos que Trump a introduit dans nos vies quotidiennes tous les jours, plus le désastre du Covid, et se dire, tiens, je voudrais reprendre 4 ans de ça. Ça me laisse absolument perplexe aussi. Intervenez, y intervenez. Toujours avec plaisir. Je ne sais pas en effet si... Une carte, si vous préférez, parce que c'est intéressant aussi d'analyser peut-être l'élection. Et là, je vais laisser par Nicolas Dandry. On a les cartes qui expliquent justement ces 2 Amériques dont je parle. Effectivement, Patrice. Alors, je vous propose de revenir quelques minutes en 2016 pour revoir donc la victoire de Donald Trump. Donc la carte montre qu'il y a des victoires décisives qui ont été remportées par le candidat républicain, notamment dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États du Midwest autour de la région des Grands Lacs au nord des États-Unis. Eh bien, ces États, je les cite parce que en 2020, cette année, Joe Biden les a récupérés. Donc le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie ont été remportés par Joe Biden. Et il faut savoir que ces 3 États, à eux seuls, c'est 46 grands électeurs. À noter aussi, donc vous l'avez dit, Amy, le basculement de l'Arizona, 11 grands électeurs supplémentaires en faveur de Joe Biden. Une annonce faite par les médias américains ce vendredi 13 novembre, donc une victoire un peu tardive. C'est un État où il y a 11 000 voix d'écart
entre Donald Trump et Joe Biden. Le camp républicain gagnait cet État depuis les élections présidentielles, depuis 1996. Autre victoire notoire qui reste à confirmer parce qu'il y a un recours et il y a un recomptage en cours dans l'État de Géorgie, donc qui a basculé à un côté démocrate, cet État du Sud aux mains des républicains depuis 1992. Et il y a 15 000 voix d'écart entre les deux candidats. Alors quand on regarde la Géorgie en détail, là vous voyez la carte de l'État de Géorgie, on voit que c'est les zones urbaines qui font gagner de Joe Biden, les villes d'Atlanta, d'Augusta, de Savannah et Columbus, avec une participation beaucoup plus forte qu'en 2016 pour Hillary Clinton. Hillary Clinton était en tête dans ses comtés, mais avec des voix beaucoup plus basses que cette année. C'est vraiment la participation qui a fait la différence. On va prendre le même exemple avec l'État de Pennsylvanie. Et donc là, on va voir avec cette carte de Pennsylvanie que ce sont les villes de Pittsburgh et Philadelphie qui ont fait la différence, ainsi que la banlieue de ces villes, donc c'est les zones urbaines. Et là, toujours pareil, c'est la participation, une participation, parfois c'est le double, parfois c'est 100 000 voix de plus que Joe Biden a recueilli par rapport à Hillary Clinton en 2016. Alors justement, ce que vous montrez, et vous le montrez très bien, c'est qu'il y a une énorme différence entre les votes des villes et les votes ou des campagnes ou des périphéries. Et il y a une étude dans le monde d'un chercheur qui s'appelle Jacques Lévy qui dit, au fond, il n'y a plus de véritable division entre États démocrates et États républicains, mais entre les villes et le reste du territoire. Les villes votent très largement démocrates, les suburbs, les petites villes et les campagnes votent très largement républicains. Jeff Hawkins, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette analyse? Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu? Est-ce qu'il y a vraiment deux Amériques qui sont très opposées l'une à l'autre? C'est clair qu'il y en a deux je partage cet avis. Mais il faut se méfier de ces cartes. La dernière carte que vous avez montrée, c'est peut-être un peu plus réaliste que les autres. Donc, on voit très souvent les cartes électorales avec les États, avec les comtés, tout ça. Et souvent, c'est très rouge. Et on a l'impression, oui, c'est vraiment une écrasante majorité républicaine. Mais on n'est pas, c'est pas les comtés, et bon, dans notre système, c'est un peu les États qui votent, mais ce sont des gens, des personnes. Et si on prend la plupart des comtés dans ces cartes que vous avez montrées, ce sont des comtés ruraux, donc assez peu peuplés, tandis que les villes, il y a beaucoup de monde. Donc, si on voit un tout petit peu de bleu autour d'Atlanta et de Savannah, c'est pas pour autant que les démocrates sont minoritaires dans l'État. Loin de là. Et la Géorgie, c'était très partagé entre les républicains et les démocrates, malgré l'apparence de la carte. Donc là, il faut quand même se méfier un tout petit peu de la cartographie électorale aux États-Unis. Mais c'est vrai que effectivement, on a un parti démocrate qui est très divers, qui a beaucoup de gens de couleur, qui compte les deux côtes, donc le nord-est américain, l'ouest américain, le californien et autres, qui est un parti des gens éduqués, tandis que le parti républicain, maintenant, sous sa forme Trump, est plutôt un parti des gens blancs, souvent des gens sans beaucoup d'éducation, et des gens qui sont le plus touchés, ironiquement, par les changements économiques. Enfin, les gens de couleur le sont aussi, mais ils sont très touchés par ces changements et ils se sentent très vulnérables. Et ils voient en Donald Trump, pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs, un protecteur, quelqu'un qui pourrait changer la donne économique. Et je lisais ce matin un article où un journaliste parlait de son expérience dans un meeting de Trump, dans le Michigan. Et là, Trump a parlé de toutes les usines automobiles qu'il avait fait ouvrir, etc. Et la dame à côté du journaliste, elle lui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on en parlait on ne parle pas de tout ça, de toutes ces usines que Trump a ouvertes dans le Michigan? Et le journaliste a dit, c'est parce qu'il n'y en a pas.
Ça n'existe pas. D'ailleurs, le secteur automotive dans le Michigan a perdu de l'emploi depuis 2016. Mais c'est justement cette division entre des gens, entre des Américains, et que des divisions qui sont encouragées par Donald Trump pour des raisons qui lui sont propres. Mais justement, il y a un chercheur qui est enseignant à l'université de Versailles-Saint-Quentin qui s'appelle Laurie Kenton, qui est un très bon historien, très bon connaisseur des États-Unis, et qui a publié un livre qui s'appelle Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, et qui explique au fond que Trump a beaucoup surfé sur cette vague de la nostalgie, d'une certaine nostalgie de l'Amérique des années 50. Mais Florence Mercadet, Stéphane Monson et Anne-Charlène Bézina-Duclerc, au fond, est-ce qu'on n'est pas assez proche d'une situation française? C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a deux Amériques, mais je pense que si on regarde les votes en France, il y a aussi deux France, c'est-à-dire une France peut-être qui a peur de perdre un certain nombre d'avantages qu'il pensait acquis, et puis une France peut-être plus moderniste. Il y a un politologue qui dit, au fond, Trump, en France, ça serait l'alliance de la Manif pour tous et des Gilets jaunes. Est-ce que c'est pas un peu vrai, ça? Est-ce qu'il y a des comparaisons à faire entre les États-Unis et la France? Probablement je pense qu'on retrouve un peu la même chose entre les grandes villes, les grandes métropoles françaises, et la ruralité, telle que l'expliquait Jeff Hawkins. Dans le monde de la ruralité, les gens, comme ce que disaient les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont abandonnés. Et aux États-Unis, Trump a su parler à ces personnes, c'est-à-dire qu'elles ont entendu ce qu'elles voulaient entendre, et il est assez malin sur ce sujet. Je pense qu'on pourrait avoir la même chose peut-être avec Marine Le Pen ou d'autres personnes assez radicales. On ne l'a pas encore, mais il faudrait qu'arrivent en France toutes ces thèses un peu complotistes qu'on retrouve, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le documentaire Hold Up, mais toutes ces thèses qui peuvent manipuler des personnes qui sont effectivement vulnérables, qui sont un peu éloignées des grandes villes et qui ont des difficultés financières, des difficultés de vie. Trump a su leur parler. D'ailleurs, c'est une question, comment se fait-il que les démocrates, dont peut-être le cœur de l'électorat serait des gens justement qui sont un peu décrochés, qui ont des difficultés sociales, comment se fait-il que les démocrates n'arrivent pas à parler à ce monde rural, tout comme en France, pourquoi les élites, entre guillemets, n'arrivent pas à parler à ce monde rural également. Donc là, il y a une place probablement à prendre en France, un peu sur le même schéma que les États-Unis. Patrice, il y a peut-être un élément aussi qui est important, parce que là, on voit que dans ce scrutin aux États-Unis, il y a une grosse participation. Est-ce que finalement, il y a ça aussi la question, est-ce qu'on peut comparer les États-Unis avec la France? Parce qu'en France, il y a quand même un manque de confiance qui se fait ressentir par rapport aux politiques. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a ce manque de confiance constaté? Et est-ce qu'en France, il va y avoir une participation aussi forte qu'aux États-Unis cette année? La France, pour le présidentiel, est plutôt plus forte qu'aux États-Unis en pourcentage. Hein. Pas pour la dernière, en tout cas. D'Anne-Charlène, mais non. Pas pour la dernière, en tout cas, où on n'a vraiment pas fait quelque chose de très lumineux. Mais c'est vrai que je crois qu'on a plutôt, pas tant par rapport à la frontière de la participation, mais c'est vrai quelque chose qui se manifeste comme une forme de manque de confiance et du coup de berceau d'un complotisme finalement de détresse en quelque sorte. Et c'est vrai que Donald Trump se réclame du populisme. Il dit toujours je ne suis pas un élu, je ne suis pas un homme politique. Ça fait partie de tous ces meetings. Et tous les mouvements qu'on a pu rassembler sous l'étiquette du populisme sont parfois d'extrême droite, sont parfois d'extrême gauche, sont parfois centristes. Ça prouve que finalement il n'y a pas de courant politique du populisme, mais qu'il y a finalement une aspiration sociale, sociétale vers ce type de discours. Et je pense qu'en France, nous n'échappons évidemment pas à ce constat, c'est-à-dire que là où une forme
de couche de la population qui va être considérée comme plus socialement aisée ou lettrée va croire aux informations journalistiques ou se documenter avant de parler, eh bien, on va avoir au contraire un terreau plus complotiste avec une France qui, elle, est plus à même de véhiculer des informations qui vont être entendues comme notamment contestataires. Et il faut dire aussi que c'est peut-être l'erreur clé des élites, justement, comme Florence les affirme. C'est-à-dire qu'il y a eu un décrochage dans le discours qui a créé ce manque de confiance, qui crée finalement la montée en puissance des populismes. Donc c'est ça le parallèle entre la France et les États-Unis, c'est cette montée du complotisme et du manque de confiance. Question à Stéphane Monceau, il y a aussi cette... Pardon, excusez-moi. Je voulais juste ajouter quelque chose en tant qu'étranger, mais deux choses. Premièrement, je trouve que ce mécontentement en France, que ce soit les Gilets jaunes ou autres, ils n'ont pas trouvé leur leader pour l'instant. Ces gens-là, et ça c'est la grosse différence entre la France et les États-Unis. Les Trumpistes ont trouvé leur Trump, tandis que les Français n'ont pas encore le leur, et c'est pas Le Pen, c'est pas Mélenchon, je sais pas qui ça va être, mais gare à vous au moment où ce mécontentement trouve sa voie. Deuxième élément, peut-être moins important, mais assez inquiétant, c'est que vos mécontents à vous ne sont pas armés. Tandis que chez nous, ils sont fortement armés. Et ça, c'est une source d'inquiétude. De violence et d'inquiétude. Stéphane Monceau, justement, sur ce que disait Jeff Hawkins, est-ce qu'on ne peut pas être inquiet, justement, qu'il n'y ait pas qu'un parti politique ou qu'un leader politique n'arrive pas à regrouper ces mécontentements, parce qu'au fond c'est ça la démocratie, c'est d'arriver à évacuer les tensions grâce à l'opposition politique ou grâce au discours politique. Or là, on voit bien qu'en France il n'y a pas de discours politique qui rejoigne ces mécontentements. Bien sûr, alors Jeff Hawkins disait il faut que nous nous méfions. Il a raison pour partie, mais c'est vrai que le propre d'une démocratie qui fonctionne, c'est bien de permettre la cristallisation de mécontentement, de positionnement ou de discours dans des structures politiques, dans des mouvements politiques, dans des partis politiques, même si la culture française des partis politiques n'a rien à voir avec ce qu'elle peut être aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'on se méfie terriblement des partis politiques historiquement, en France beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et puis, mais il a raison aussi de souligner que les Gilets jaunes, et l'expression était du sénateur Claude Maluret, les Gilets jaunes, c'est un canard sans tête. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à chaque fois que quelqu'un a essayé de prendre un leadership chez les Gilets jaunes, y compris même dans le débat, dans la délibération, eh bien, sa tête a été coupée dans les heures qui ont suivi. Donc, c'est un mouvement qui ne se cristallise dans aucun discours rationnel, dans aucun mouvement, dans aucun parti politique. Alors, en dépit des efforts des nationalistes populistes d'extrême droite d'un côté, le Rassemblement national, et puis des populistes d'extrême gauche, Mélenchon, qui les uns et les autres ont essayé de se faire prendre en photo côté des gilets jaunes, ont enfilé, ont revêtu des gilets jaunes, y compris d'ailleurs chez certains membres de partis politiques plus recommandables, et on a bien vu que ça ne prenait pas. Mais alors, fort heureusement, alors c'est vrai, tous ces gens ne sont pas armés, mais ont quand même dans l'esprit des choses assez complètement loufoques et irrationnelles. Et je lisais dans la presse il y a 15 jours, au fond, je crois que c'est un journaliste états-unien qui le disait avec Biden, c'est enfin le retour de la raison et de la science, avec toutes ces histoires de post-vérité. Alors, post-vérité aussi, c'est une espèce d'euphémisme assez extraordinaire, sur les mensonges institutionnels, comme s'il pouvait y avoir une vérité invisible qui ne sont en réalité que des sornettes irrationnelles, que des mensonges. Mais appeler ça post-vérité, c'était dans le discours trumpiste, c'était déjà quelque chose de très fort. Donc il y a une espèce de salade russe, de maelstrom nauséabond
qu'on retrouve en effet des deux côtés, dans chacune de ces démocraties, en France et aux États-Unis. Et le tout est de savoir ce que chacun des systèmes politiques. La post-vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Donc, donc on peut dire n'importe quoi. Moi, je souhaiterais peut-être juste ajouter un point. Oui, c'est que j'ai peur que le propre, justement, de ces mouvements comme les Gilets jaunes ou de ces contestations on va dire plutôt complotistes autour de la gestion de la pandémie, le propre de ces mouvements-là, soit de ne pas accepter de leader, comme le notait Stéphane, et soit justement de ne pas accepter la gouvernance. Et peut-être que la menace la plus grande qui pèse sur nous n'est pas tant qu'un leader de ces mécontentements soit trouvé, mais que ces mécontentements entendent être un mode de gouvernement. Puisque moi, j'ai le sentiment qu'au fond, l'idée que l'on ne trouve pas de leader à ces mouvements est tout à fait naturelle, puisque ces mouvements sont simplement là pour contester. Et j'ai peur qu'on entre dans une France totalement déconstructiviste, où tout projet institutionnel soit finalement vu à l'aune de la satisfaction qu'il apportera au mécontentement. Et ça, c'est à mon avis le plus grand danger de la démocratie. Alors, justement, vous abordez l'avenir, ça va être le nouveau chapitre de cette émission. Qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant? Amy Porter, Joe Biden, votre candidat, a beaucoup insisté sur la nécessité, au fond, de réunir les États-Unis, de pacifier, après les 4 ans de la présidence Trump, de réconcilier. Mais est-ce que, quand on voit justement les cartes, quand on voit cette différence entre ces deux Amériques, est-ce que cette idée de la réconciliation n'est pas utopique? Est-ce que ce n'est pas une mission impossible qu'il se fixe? Est-ce qu'on peut réconcilier des Américains? Alors, il est certain que la tâche que Joe Biden a devant lui est énorme. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que réconcilier les deux Amériques qu'il aura à faire. La première chose qu'il a à faire, c'est de s'occuper évidemment de la pandémie. Je suis heureuse de vous annoncer que ces équipes sont déjà en train de travailler. J'ai pris le soin d'imprimer les 34 pages de noms de gens qui travaillent déjà sur la transition. Ils vont s'occuper de l'économie, du climat, de l'éducation, de la santé, de l'énergie, du logement, de la justice raciale et sociale, des emplois, tout ce qui est trésor, même de la NASA. Donc les équipes sont déjà en train de travailler. Et le fait que Donald Trump continue à nier les résultats de l'élection ne changera rien à ça, même si la tâche est plus compliquée. Alors après, pour réunir ces deux Amériques, comment est-ce possible de réunir une moitié de la population qui ne regarde que Fox News et autres sources de soi-disant news, actu, qu'on sait maintenant ce sont des mensonges, ce ne sont pas des faits alternatifs, comme a toujours dit l'équipe Trump. Ils ne regardent que ça. Ils sont convaincus que tout ce que Trump leur dit est la vérité. Ils sont convaincus que l'élection a été truquée. Ils sont convaincus que Biden ne sera pas un président légitime. Donc, en fait, Trump est en train de faire exactement la même chose avec Biden, ce qu'il a fait avec Obama, lui jeter l'opprobre en disant Obama n'a pas vraiment été né aux États-Unis. Il a tout fait pour délégitimiser son mandat. Le problème, c'est que maintenant, vous avez les sénateurs et les représentants républicains qui sont derrière lui et qui ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les yeux rivés sur la Géorgie et ces 2 sièges au Sénat qui restent, qui pourront faire basculer les choses. Mitch McConnell, pourquoi il ne dit rien, il n'appelle pas Biden le président élu, parce qu'il a besoin des électeurs de Trump pour mobiliser pour ces 2 sièges en Géorgie. Si les démocrates remportent ces 2 sièges, non pas seulement le Sénat sera à égalité parfaite 50-50 avec la personne qui tranche en cas d'égalité étant Madame la vice-présidente, elle pourra également sélectionner le leader de la majorité, c'est-à-dire que Mitch McConnell sera écarté. Et c'est pour ça que tout ce qu'ils font en ce moment, il faut le voir dans le contexte de ce scrutin le 5 janvier en Géorgie. Jeff Hawkins, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors assez rapidement, mais de manière simple, comment ça marche aux États-Unis? Par exemple, Biden dit bon, je veux signer des accords de Paris sur l'environnement, etc. Mais est-ce qu'il lui faut pour tout ça que le Sénat approuve cette politique?
ou pas? Où est-ce qu'il peut s'en passer? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est une cohabitation? Comment ça se passe? Notre système constitutionnel est assez complexe finalement et basé beaucoup autant sur les normes que sur le texte de la Constitution. Mais en général, un président pour vraiment construire un vrai projet de société aura besoin de législation. Donc, pour des budgets votés par le Congrès, des changements de loi, etc. Mais comme Donald Trump lui-même a montré, un président peut faire beaucoup de choses par décret aussi. C'est ce qu'on appelle executive order aux États-Unis. Et Donald Trump s'en est beaucoup servi depuis ces 4 ans. Et surtout dans le domaine des affaires étrangères, les mains du président ne sont pas totalement libres, mais assez libres. Il peut faire pas mal de choses. Joe Biden peut tout seul rentrer dans l'accord sur le climat. Il peut faire pas mal de changements dans notre approche sur l'Europe, sur l'OTAN, etc. Il peut éventuellement, je pense que même sans le Sénat, il pourrait rejoindre, si les conditions le permettent, l'accord avec l'Iran. Mais pour vraiment faire son projet de société, pour avoir une présidence monumentale, une présidence très, très réussie, il lui faudra quand même le concours du Congrès. Et donc, n'oublions pas qu'en 2 ans encore, à mi-mandat, on aura d'autres élections. Donc, même si en Géorgie, ça ne va pas dans le sens que les démocrates souhaitent, ce qui est possible, dans 2 ans, Joe Biden peut dire j'ai un projet de société, j'ai gagné les élections, les républicains ont fait opposition constamment, ça ne marche pas, j'ai besoin de mes sénateurs pour gouverner et puis demander à l'électorat, encore une fois, de l'aider dans ce sens. Mais les élections à mi-mandat sont généralement assez peu favorables au pouvoir exécutif, non? Ou je me trompe peut-être. Les élections à mi-mandat, généralement, elles ne sont pas très favorables au président. Si? Souvent, c'est le moment où l'électorat exprime un peu son mécontentement contre le président en exercice. C'est vrai, mais c'est pas certain. Et aussi, comme un tiers des sénateurs est élu tous les 2 ans, il y a des moments qui sont beaucoup plus propices à un parti à l'autre pour des raisons logistiques, tout simplement. Par exemple, cette année était censée être plus propice aux démocrates, tandis que 2018 était plus propice aux républicains. Je pense que 2022, encore, les démocrates défendent moins de sièges que les républicains, donc ça pourrait l'aider. Bon, donc vous êtes optimiste. Et en tout cas, vous nous expliquez bien, voilà, que contrairement à ce qu'on pense parfois, au fond, et je parle sous le contrôle de Stéphane et d'Anne-Charlotte, le président des États-Unis a plutôt moins de pouvoir que le président français, en gros. Hein. Mais voilà, vous ne répondez pas oui par non, Stéphane ou... Oui, non, de toute évidence, mais c'est vrai on ne peut pas comparer la situation française et états-unienne de ce point de vue-là. Il n'y a pas vraiment de situation de cohabitation aux États-Unis d'Amérique, puisque il peut quand même y avoir, comme Jeff Hawkins le précisait, de larges compétences dont le président peut se saisir, des leviers très importants, mais il y a aussi une logique de débat et de recherche de consensus. Je pensais à la présidence au début des années 80 de Ronald Reagan qui a pu faire avancer des choses fondamentales avec un congrès et du moins assez largement dominé par les démocrates, chose qu'on ne peut pas concevoir en France en période de cohabitation. Donc les choses sont vraiment... Alors on a parlé déjà pas mal de complotisme, c'est vrai qu'il y a le mouvement QAnon aux États-Unis, et je voudrais qu'on termine cette émission en parlant justement de ce qui se passe en matière de complotisme et de Covid. D'abord, je voudrais votre sentiment, le professeur Raoult qui est poursuivi pour charlatanisme.
on ne peut ne pas être d'accord avec le professeur Raoult, on peut ne pas aimer ses méthodes, c'est un peu comme Trump d'ailleurs, mais c'est quand même quelqu'un qui a des diplômes, qui a fait des recherches. Charlatanisme, ça vous paraît pas un mot un peu inquiétant et qui risque justement d'aviver cette sorte de complotisme qu'on voit germer beaucoup en France? Qui veut répondre à cette question? Je veux bien me hasarder. Charlatanisme, oui, c'est évidemment inquiétant. Alors, c'est un vocable qui veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose au final, hein. C'est simplement une manière pour l'ordre des médecins de rétablir en quelque sorte une sorte de discipline qui soit commune et donc d'essayer de ne pas admettre qu'en ces rangs des discours, parce qu'il faut savoir que du coup, Raoult s'était fait le chantre un petit peu de la critique des médecins en place. Donc, c'est surtout essayer de garder une cohésion dans l'ordre qui paraît important dans le cadre de cette action disciplinaire. Après, sur le fond, le problème du complotisme, c'est que précisément, il se nourrit de la critique qui est faite contre lui en précisant que justement, plus on l'empêche de parler, plus ça signifie qu'il est légitime. Mais moins on le contrôle, plus il prospère. Donc, c'est tout l'effet insidieux de la fake news, justement, à la Trumpiste, c'est que plus on la contrôle, plus on passe pour des népotiques et plus on la laisse prospérer, plus finalement elle n'acquiert plus le rang d'une rumeur, mais d'une véritable information. Alors, il y a un documentaire qui a fait beaucoup parler de lui, que j'ai regardé ce week-end, qui s'appelle Hold Up, qui justement défend la thèse que ce virus, en fait, n'est pas un virus tout à fait du tout dangereux. Au fond, il a été. Cette maladie est une chose inventée et par le pouvoir pour devenir autoritaire, pour empêcher les gens d'être libres de sortir, d'aller et de venir, etc. Et peut-être par les riches pour supprimer une certaine population. Comment vous expliquez, alors sans entrer dans les détails de ce hold-up, comment vous expliquez cette idée qui a de plus en plus de succès, et qui dit au fond, on ne nous dit pas tout et même on ne nous dit rien? Stéphane, peut-être? Mais c'est toujours la même chose. C'est tellement simpliste, c'est tellement super facile et super simple de se dire qu'il y a un complot. Alors là, cette fois-ci, on trouve tout le temps la même bouillie avec Davos, avec Jacques Attali aussi, qui revient tout le temps dans les histoires. On n'est pas loin tout le temps du bon vieux complot judéo-maçonnique qu'on nous ressort de manière réchauffée, d'ailleurs de manière régulière. C'est tellement plus simple de gober et de prendre du prêt-à-penser, fût-il aussi médiocre que ce qu'il est, que d'essayer à la fois de s'informer, de réfléchir et surtout que d'avoir la force, parce que je crois qu'il faut une véritable force, sinon spirituelle, du moins intellectuelle, d'avoir la force de pouvoir se dire « je ne sais pas, pour l'instant je ne sais pas et je suspends mon jugement ». On ne supporte plus de ne plus savoir ou de ne pas savoir. Et donc, on prend au vol, on prend au passage des thèses, des théories qui sont aussi fumeuses et abracadabrantes, plus fumeuses et abracadabrantes les unes que les autres. Et alors, vous parliez de Raoult, il a fait de la politique, il faisait plus de la science, il faisait pas de la médecine. Et tout ce qu'on peut, moi, ce que j'en de ce truc-là, c'est que son hydroxychloroquine fait grossir la tête, fait prendre le melon. Moi, je ne sais pas si ça guérit, de la Covid, mais je constate les dégâts intellectuels que cela peut faire sur ceux qui s'en réclament. Donc, moi, je n'ai pas regardé, je ne regarderai pas Hold Up parce que c'est trop long, 2h30. J'ai beaucoup mieux à faire ou à ne pas faire. Je préfère ne rien faire plutôt que d'aller me nourrir de ce genre de trucs. Mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on voit, apparemment le documentaire n'est pas si mal fait, je lisais quelques analyses dessus, j'entendais les propos à la fois complètement dingues et désolants de quelqu'un comme Monique Pinson-Charlot qui finalement aujourd'hui regrette sa participation à ce commentaire. Non, c'est pas la première fois qu'il dit des conneries. Donc, c'est pas la première fois et sans doute pas la dernière, mais tout ça est
est profondément, profondément désolant et vous disiez c'est long, mais c'est une des façons d'agir du complotisme. C'est d'abord de vous noyer sous des arguments qu'on aligne les uns après les autres, et d'ailleurs des arguments qui sont assez contradictoires, puisque ce documentaire nous dit, ce virus, il n'a aucun danger et on vous enferme pour rien, et deux, il est utilisé par l'élite mondiale pour exterminer, je reprends le mot, la population. Alors, il n'est pas dangereux, mais enfin, on s'en sert pour exterminer, ce qui sont deux thèses contradictoires. Et pour éliminer... Oui, pour éliminer les pauvres. Les 3,5 milliards de personnes pauvres. Une question pour terminer, alors il nous reste 40 secondes à Jeff Hawkins et Annie Porter. Justement, on parle du complotisme du mouvement QAnon aux États-Unis. Vous parliez des gens qui sont armés. Est-ce que vous avez peur d'une violence qui pourrait se faire jour dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Je vais laisser ambassadeur Hawkins répondre à cette question. Est-ce que j'ai peur d'un soulèvement général? Non. Est-ce que j'ai peur d'incidents ponctuels qui pourraient faire des dégâts importants à niveau local et qui pourraient nourrir justement le complotisme dont vous parlez, soit en France, soit en Europe, ou soit aux États-Unis? Absolument. Florence Mercadé, de la fois peut-être justement cette violence, est-ce que vous la craignez aussi en France? Parce que quand on disait qu'au fond aucun parti politique n'arrive à récupérer les tensions et les oppositions, ça peut laisser aussi la parole à la rue, à la violence. Oui, non, c'est possible. Pour le moment, on est confiné, donc il n'y a pas de mouvement, mais c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui se révoltent aussi contre cette histoire de confinement en disant... Vous êtes un poste d'observatoire, vous voyez bien ce qui se passe dans les entreprises, et c'est vrai qu'on peut arriver à une augmentation du chômage, une fermeture aussi des entreprises, un ras-le-bol peut-être des restaurateurs, des artisans, des commerçants, et que tout ça peut donner une situation un peu compliquée. Oui, non, mais c'est extrêmement tendu dans les entreprises aujourd'hui. Je le vois sur la partie du droit du travail avec beaucoup de problématiques, alors à la fois économiques, où les gens comprennent qu'il y a des difficultés économiques et que les entreprises n'ont pas tellement d'autres choix que d'essayer de restructurer. Et quand on restructure aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent sur le trottoir. Et c'est vraiment compliqué. Après, il y a des tas de problématiques aussi. Alors là, ça peut être aussi un peu de complotisme. Notamment, j'ai un exemple dans une entreprise sur des problématiques d'harcèlement moral, avec une espèce de groupe de salariés qui essayent de monter des dossiers d'harcèlement moral contre des dirigeants. Alors, je ne sais pas si on peut faire le parallèle autrement par rapport aux politiques, mais qui essayent de monter des dossiers qui sont peut-être au départ sur peut-être des malentendus, des incidents, mais qui ne sont pas des dossiers d'harcèlement moral. Et ce que je voulais juste dire sur Hold Up, juste dire que en fait la première partie de Hold Up, c'est décrypter les erreurs du gouvernement au début. Et c'est ce qu'ils disent, a priori de ce que j'ai pu lire, c'est bien vu. Et en fait, tout le complotisme peut s'appuyer. Je voulais juste poser une question à Jeff Hawkins avant de nous quitter. Vous étiez ambassadeur, vous avez arrêté d'être ambassadeur à l'élection de Trump. Est-ce que vous allez revenir dans la diplomatie avec Joe Biden? J'aimerais bien. Je ne suis qu'un petit retraité maintenant, donc peut-être pas, mais de toute façon, le nouveau président aura certainement mon soutien, et il y a une bataille morale à faire et du travail à faire avec nos partenaires français et européens, et je suis prêt à poursuivre ce combat-là. D'autant que je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous enseignez à Sciences Po et à Paris et à Sciences Po Saint-Germain. Merci infiniment Jeff Hawkins, merci infiniment Anne-Charlène Bézina-Duclerc, merci infiniment Annie Porter et Nicolas Dandry qui était sur le plateau. Merci beaucoup Stéphane Monston et Florence Mercadé-Choquet. Voilà, j'espère qu'on vous a un peu éclairé sur cette situation qui peut nous paraître un peu compliquée à nous Français. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.